Bonsoir, messieurs les ministres. Je suis Kokou Kataka, Togo Presse. Le Conseil des ministres a examiné une loi portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore. Nous voudrions savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de ces droits. Je vous remercie. Votre question est très intéressante, elle est très importante, parce que la réforme qui a commencé par le projet de loi adopté ce matin en Conseil sur les droits d'auteur, les droits voisins et l'expression du folklore est une réforme qui intervient 32 ans après le premier texte adopté en 1991. Mais c'est un texte qui intervient également pour modifier le cadre juridique post-Covid. Et nous savons tous, d'un point de vue national, que nos compatriotes artistes, auteurs ont payé un grand tribut pendant la période de Covid. Il tenait donc à cœur au président de la République d'adopter ce texte pour relancer l'activité artistique, la créativité, mais surtout redonner les moyens de la résilience à nos compatriotes. Et pour cela, le ministre de la Culture et du Tourisme est avec moi. Il apportera les précisions nécessaires pour que l'ensemble de nos compatriotes puissent véritablement apprécier l'importance de la réforme engagée ce jour par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais dans ce sens parler du Bureau togolais des droits d'auteur, le BITODRA. Alors, elle n'a pas une bonne presse au sein du milieu artistique. Ce n'est pas moi qui le dis, je me fais juste le porte-parole des artistes. Elle n'a pas bonne presse parce que pendant longtemps, beaucoup ont estimé que son fonctionnement, ou du moins les ressources qui reviennent aux artistes, ne sont pas à la hauteur. Alors, est-ce qu'avec la nouvelle loi en gestation, on peut espérer mieux avec le BITODRA? Qu'est-ce que cette nouvelle loi peut apporter à l'industrie culturelle au niveau du Togo? Et pour être un peu plus gourmand sur les questions culturelles, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, l'identité culturelle du Togo vue de l'extérieur. Alors, une bonne partie de l'opinion estime qu'elle n'existe pas. Est-ce que vous partagez cette opinion? Si oui, quelle politique développez-vous pour qu'on puisse identifier facilement le Togolais à l'international de par sa culture? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par peut-être la dernière question, la question de la promotion de l'identité culturelle du Togo à l'extérieur, avant d'aborder les deux autres questions. Il est vrai que ce constat il est partagé par tous, que l'identité, il y en a même qui pensent que nous n'avons pas d'identité culturelle, surtout en se référant à la musique. Et ça se dit, et ce constat peut être avéré. Nous pensons que nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble pour affirmer l'identité culturelle togolaise, parce que nous en avons. Nous sommes Togolais, et en étant Togolais, c'est que nous avons notre particularité à nous, donc nous avons notre identité, donc nous devons travailler à l'affirmer. Et ce travail doit être fait par nous tous, les acteurs culturels, les promoteurs culturels, les journalistes que vous êtes et le gouvernement. Je crois que le gouvernement est en train de faire sa part, d'ailleurs à travers l'adoption de ce projet de loi ce jour, et c'est un grand pas que le gouvernement vient de faire aussi dans le sens même de la promotion de l'identité, de notre identité culturelle, puisque à travers cette loi, même le folklore sera protégé. Et en étant protégé, je crois qu'il revient aujourd'hui à nos artistes de pouvoir puiser l'essentiel de leur inspiration de notre patrimoine culturel national. Et je crois que, ce faisant, on parviendra à coup sûr, dans quelques années, à avoir une identité très reconnue, appréciée et respectée par tous, même à l'extérieur du pays. Pour ce qui est de la question de l'impact, je veux dire l'impact du projet, du projet de loi de ce jour, notamment la loi sur la protection du droit d'auteur, des droits voisins et de l'expression du folklore, son impact est multidimensionnel. Alors d'abord, il faut remarquer que
elle va contribuer à l'émergence de l'industrie culturelle et créative qui est aujourd'hui je peux le dire, une préoccupation du gouvernement, parce que pour que les artistes puissent vivre de leur art, il va falloir qu'ils puissent sortir de l'aide qu'ils attendent aujourd'hui en permanence de l'État pour aller vers des industries culturelles. Et c'est ce travail qui a commencé, le gouvernement a commencé ce travail par la réforme du fonds d'aide à la culture, qui n'est plus un fonds d'aide à la culture, mais un fonds de promotion, qui va accompagner cette volonté du gouvernement à aider les artistes à pouvoir s'organiser, se formaliser, pour pouvoir tirer le maximum de profit de leur travail. Alors, ensuite, il faut aussi remarquer que le projet de loi adopté ce jour étend la durée de protection de l'œuvre, de l'esprit, de 50 ans aujourd'hui à 70 ans post-mortem. Donc cette extension, par exemple, permet aux œuvres de l'artiste Bella Bello, qui en principe tomberait dans le domaine public à partir de l'année prochaine. Donc ça permet peut-être aux ayants droit de pouvoir encore bénéficier des droits sur ces œuvres-là, encore 20 ans de plus. Donc en dehors de ça, il faut relever que au niveau des réformes enclenchées aujourd'hui, de façon impérative, pour que cette loi ait l'effet souhaité par le gouvernement, il va falloir que l'organisme national de gestion collective, qui se trouve être aujourd'hui le pilote de la, puisse connaître aussi une réforme à profondeur. Et naturellement, je crois qu'une fois que cette loi passera à l'Assemblée nationale, je crois qu'un décret sera pris dans le sens de la réforme du Bitodra, afin de, peut-être, naturellement, parer peut-être à des faiblesses dont vous avez fait allusion tout à l'heure, et ensuite renforcer les artistes dans la jouissance de leurs droits. Et aussi, il faut noter qu'en termes d'impact, ce projet de loi renforce la protection des droits, de tous les droits liés aux œuvres de l'esprit, y compris le numérique. Et naturellement, le numérique aujourd'hui est pris en compte dans la protection, mais également il est pris en compte dans la perception, parce que l'assiette de perception est élargie aujourd'hui aux matériels et outils numériques qui seront désormais, qui feront l'objet de perception de redevances avant leur entrée sur le territoire national. Donc, vous comprendrez que les impacts de ce projet de loi sont énormes, surtout sur la vie des acteurs culturels qui en sont d'ailleurs les bénéficiaires. Merci, monsieur le ministre. Je suis Lazare Kondo du journal Matin Libre Togo. Vous avez touché tout à l'heure le numérique. Dites-nous, comment protéger justement le droit d'auteur dans cet environnement numérique que nous sommes aujourd'hui? Merci. Je crois que la protection du droit d'auteur dans le numérique aujourd'hui, c'est difficile. Malgré tout l'arsenal juridique qui sera mis en place, nous pensons quand même, le gouvernement est conscient que ça va être difficile de pouvoir protéger cet univers-là. Donc la solution est de pouvoir, ce qui est fait aujourd'hui, de pouvoir imposer cette redevance à tous les matériels et outils numériques qui entrent sur le territoire national. Alors, si aujourd'hui les redevances sont perçues, par exemple les DVD, les CD vierges, les clés USB audiophiles, tous ces matériels, tous ces outils qui entrent sur le territoire national seront déjà, des redevances seront déjà perçues sur tous ces outils-là, de sorte que même quel que soit l'usage qui en sera fait sur le territoire national, entre-temps, l'artiste togolais a déjà quand même eu son droit là-dessus. Donc je crois que
c'est la meilleure façon pour nous de protéger le droit des auteurs, les droits d'auteur sur le numérique. Je voudrais peut-être, si vous permettez, compléter un peu sur la question du numérique et du droit d'auteur, des expressions du folklore. Mais plus le ministre a répondu sur les droits d'auteur, je voudrais illustrer sur les expressions du folklore. Vous avez peut-être suivi ensemble, comme nous, récemment, sur les réseaux sociaux, ce phénomène Aïcha Tremblay, où tout le monde faisait, vous voyez, cette affaire-là. Quand on le regarde, toute la publicité que le numérique a permis de faire autour de ce phénomène attribue le mouvement Tremblay par les épaules à un pays voisin. Ceux qui ne connaissent pas identifient, par la voie du numérique, ce mouvement à un pays voisin. Or, nous savons tous que c'est l'un des points de séquençage les plus importants de Bobobo, une danse que nous avons chez nous. Et que tout le monde fait comme ça, vous savez, quand on fait là. Donc, au fond, le numérique est un formidable outil de propagande sur les droits d'auteur, mais il peut aussi, d'une certaine manière, arracher à un patrimoine national quelque chose qui lui est fortement culturel. Et il nous semble que la loi actuelle comporte les dispositions qui permettent d'une part de protéger et d'autre part de situer aussi les origines. On n'interdit pas les emprunts, mais il faut bien constituer quelle portion culturelle vient du Togo, est une invention de nos ancêtres, qui est inscrite dans notre patrimoine culturel, même si d'autres que nous ont le droit de pouvoir les utiliser. Donc la loi va permettre également de protéger ces aspects de nos expressions folkloriques. Le Conseil a examiné également un décret, un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Office national des aires protégées. Quelles retombées les populations doivent-elles attendre de l'opérationnalisation de cet office? L'Office national des aires protégées, c'est vrai, c'est une institution nouvelle qu'on met en place qui va aider à protéger des espaces qui sont reconnus, consacrés, protégés, parce que d'une part, ces aires comportent des plantes ou des arbres qui ont des années d'existence, qui sont d'une certaine rareté, ou bien qui comportent une faune des animaux qu'on ne retrouve plus. Rappelez-vous, nos ancêtres avaient déjà cette tendance à la protection des espaces. Prenez simplement l'exemple de toutes nos forêts sacrées de l'époque. On n'a pas attendu d'avoir l'ONAP pour le faire. Mais nous avons, pour une bonne part, massacré une part de notre patrimoine faunique, de notre patrimoine lié aux écosystèmes. Et ce que nos pères avaient gardé jalousement, parfois nous les avons détruits. Vous avez le célèbre cas de la faune Otikiran, qui dans les périodes de troubles que nous avons connues, a été malheureusement dévastée. Il était donc nécessaire de trouver un organisme qui nous aide à continuer à protéger ces espaces-là, qu'ils soient culturels ou cultuels, les forêts sacrées dont j'ai parlé, qu'ils soient des espaces délimités par l'État avec des forêts qui sont plantées, des animaux protégés. Vous en avez un certain nombre sur notre territoire. Ou bien que ce soit même des forêts privées. Aujourd'hui, des privés ont investi pour faire pousser des arbres parce que nous savons aujourd'hui que les changements climatiques dépendent de la flore et de la faune. Nous savons aujourd'hui que les saisons, la réussite de nos cultures, et donc ça ramène à la question que vous posez, quel est le bénéfice des populations? D'abord, s'assurer que les climats soient maintenus et protégés d'une certaine manière. Les changements climatiques dépendent de cela. La deuxième raison, c'est que ça nous permet de disposer de plantes qui sont en voie de disparition. Nous avons, dans les questions médicinales aujourd'hui, des plantes qui ont disparu, que nos parents utilisaient. Nous avons des animaux qu'on ne connaît même plus aujourd'hui, on les voit encore en photo ou en dessin. Mais où est-ce que nos enfants les trouveront un jour pour savoir ce qu'on appelle tel ou tel, si nous ne protégeons pas ces espaces? Et donc les populations ont un gain immédiat à la préservation de ces espaces et de ces aires protégées. Et l'État avait la responsabilité de mettre en place un organisme qui aide à assurer la protection des essences rares, des espaces dédiés, et puis même pour notre propre découverte, notre promenade. Pas loin de Lomé, ici à Mapapé, nous avons une forêt privée. Je vous invite à faire un tour, à la découvrir. Mais ça, c'est un compatriote qui a investi pour faire cette forêt et qui est disponible. Donc, vous pouvez aller passer un temps en famille dans cette forêt, vous ressourcer, vous remettre en contact avec la nature. Oui, dans les années 70, on dénombrait à peu près 83 aires protégées. Aujourd'hui, est-ce que ce nombre a-t-il évolué?
On a toujours 83 aires protégées actuellement, mais il faut y rajouter à peu près une quarantaine d'aires privées que j'ai évoquées tantôt. Et puis si on rajoute à cela encore les quelques forêts sacrées qui sont encore conservées aujourd'hui, soit à des buts cultuels, soit à des buts culturels, on arrive à un volume qui est assez important. Mais il faut surtout continuer à planter des arbres, à créer des espaces dédiés, protégés, inviolables, dans lesquels nous continuons à élever des animaux, à pouvoir entretenir des plantes et avoir une base d'un écosystème que nos enfants pourraient découvrir demain. Oui, Monsieur le ministre, parlant d'aires protégées, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la faune. Et quand on parle de la faune au Togo, ça rappelle de mauvais souvenirs à certains compatriotes. Alors, dans la logique de mieux protéger nos aires protégées, est-ce que cet aspect est pris en compte, du moins dans quelle mesure les populations sur le terrain peuvent être associées à des différents projets? Il faut dire que la protection des aires que nous avons jalousement gardées dépend nécessairement du caractère inclusif et participatif de la démarche. Le président de la République a donné les instructions pour que l'ONAP fonctionne d'abord sur le dialogue permanent avec les populations. Les responsables de cette institution travailleront sur la base d'une collaboration permanente. Vous ne pouvez pas protéger des arbres contre ceux qui habitent dans le voisinage. Et on ne peut pas privilégier ces arbres si les personnes qui sont à côté ne comprennent pas l'intérêt de protéger cet écosystème. Donc le dialogue est fondamental. Mais comme dans toute société, il y a des règles. Et ces règles doivent également être respectées. Il faudra donc trouver le bon dosage entre un dialogue permanent, une inclusion des populations dans la protection de ces aires, dans leur accroissement, et puis bien évidemment le respect des règles pour tous ceux qui seraient malheureusement récalcitrants. Si vous permettez, avant de passer le micro à mon confrère, je voudrais relancer Monsieur le ministre de la Culture sur la question du bitoudrage. J'en parlais tout à l'heure, mais je n'ai pas obtenu la réponse. Je disais qu'elle n'avait pas bonne presse au niveau des artistes qui estiment que les ressources, ça ne représentait rien. Et je demandais si la nouvelle loi pouvait remédier à cet état de choses. Merci. Je voudrais peut-être souligner que dire que le bitoudrage n'avait pas bonne presse, peut-être c'est de la position, vu de la position des artistes. Parce qu'en réalité, c'est la liste, en fait, l'assiette de perception au niveau du bitoudrage qui est très restreinte. C'est ce qui est très restreint. C'est ce qu'aujourd'hui, à travers cette nouvelle loi, nous sommes en train d'élargir. J'explique. Aujourd'hui, en 2020, bitoudrage a pu mobiliser et redistribuer 20 millions. Alors, 20 millions redistribués à 1000 ayant droit, ça va représenter combien? En 2021, ils ont mobilisé 31 millions, qui a été redistribué également à 1000 ayant droit. Et en 2022, ils ont mobilisé 38 millions et redistribué également aux ayants droit. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi leur capacité de mobilisation, parce qu'il est vrai qu'il y a eu, on a constaté, parce qu'il y a eu un audit qui a été fait, il y a eu de la déperdition dans les ressources collectées. Parce que les agents collecteurs étaient en contact, et ils étaient en contact avec les contribuables, donc ils prenaient l'argent directement, ils maniaient l'argent, et donc ce n'était pas évident que l'argent collecté, c'est pas évident qu'il était totalement reversé. Donc je crois par rapport à ça, je crois que depuis 2 ans, il y a eu une réforme, donc les agents collecteurs ne manient plus l'argent. Donc ils ont un logiciel logique qui leur permet de pouvoir faire payer directement par les mécanismes de transfert d'argent. Donc c'est peut-être ça aussi qui a justifié l'accroissement de 2020 à 2022 dont je viens de parler. Mais par contre, avec ce nouveau projet de loi, avec la projection, c'est qu'à l'horizon 2026, rien que la nouvelle assiette qui est aujourd'hui établie à partir de ce projet de loi, et la personne sera faite directement par l'OTR.
au niveau de tous nos cordons douaniers avant l'entrée de ces marchandises sur le territoire togolais. Ça permettra à l'horizon 2026 de pouvoir mobiliser annuellement 1,3 milliard de francs pour le Bitodra. Donc, vous voyez naturellement que si 1,3 milliard de francs à redistribuer à 1000 artistes ou à 2000 artistes, je crois que ça doit être quand même important. C'est pourquoi je voudrais dire que c'est pourquoi je disais que la question de mauvaise presse, je crois que peut-être dans la position des artistes qui aimeraient avoir mieux, ils peuvent le penser ainsi, mais je pense que la question était fondamentalement quel était quand même leur marge de manœuvre par rapport à la limitation de l'assiette de perception. Donc je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de régler ce problème et avec l'opérationnalisation de cette loi, je crois que progressivement et à l'horizon 2026, c'est d'ailleurs l'attente du gouvernement, ça doit aller vraiment mieux pour nos artistes. Et je crois que toutes les parties sont d'ailleurs appelées à jouer leur partition. Le gouvernement est en train de jouer la sienne. Je crois qu'il revient aussi aux acteurs, qui sont les artistes eux-mêmes, de jouer aussi leur partition. Et aussi, nous attendons également de vous, les femmes et hommes de la presse aussi, d'être suffisamment mises à contribution pour que cette nouvelle loi puisse produire le fruit attendu par le gouvernement. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et au titre des communications, il y a une qui a porté sur le schéma directeur et d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé. Quel avantage faut-il attendre de l'innovation que l'État ou bien le gouvernement entend apporter là-dessus? Le schéma directeur, il y a deux communications qui ont porté sur des schémas directeurs. Une première sur le Grand Lomé, donc la préfecture d'Aguenivé et la préfecture du Golfe. Et puis une deuxième communication qui a porté sur le schéma directeur du littoral. Le littoral, si vous voulez, c'est tous les terres qui sont en bordure de mer, autour des lacs, autour des lagunes et qui remontent. Nous avons un vieux décret qui définit le littoral, qui prend toute la région maritime comme le littoral. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les plans de développement, les plans d'occupation de l'espace pour les bâtisses privées, pour les services, pour les loisirs, soient harmonisés. Quand vous regardez, nous avons un habitat un peu disparate, un peu hétérogène. Il faut l'harmoniser de sorte que nous ayons des services qui soient construits, des écoles qui soient disponibles, que des loisirs soient disponibles aussi et que les habitations puissent également trouver leur place. Donc ces deux communications visaient donc à établir des plans harmonisés, à la fois sur le Grand Lomé à Guenivé, sur le Grand Lomé qui comporte Aguenivé et Golfe, mais également sur l'ensemble de notre littoral, depuis la plage en remontant vers le nord de notre pays. Également de communication, la campagne par rapport au soja. Alors, j'ai constaté, en tout cas, la presse en a fait ses choux gras l'an dernier, qu'il y avait beaucoup de polémiques autour des stocks qui étaient là et qui n'étaient pas évacués. Alors, quelles sont les garanties que la prochaine campagne sera favorable aux producteurs? Alors, sur le soja, bien évidemment, l'année dernière, compte tenu du jeu de l'offre et de la demande, naturellement, les prix ont gonflé au point d'atteindre des sommets qui étaient presque exceptionnels. Ce qui fait qu'au fond, les producteurs et les commerçants ont eu le sentiment que ces prix pouvaient être maintenus sur la durée. Or, c'est une bulle qui a crevé très vite. À partir du moment où les prix internationaux ont chuté, évidemment, le réflexe protecteur des commerçants et des producteurs a été de garder les stocks en espérant une remontée des prix. Pour éviter cela, cette année, le gouvernement a donc fixé déjà depuis, avec l'interprofessionnel, donc les commerçants, les producteurs et les acheteurs ont un groupe de discussion qui a arrêté un prix bord champ qui est de 200 francs. Mais ce prix joue comme un prix minimum, c'est-à-dire que nous garantissons à nos producteurs qu'ils ne doivent pas vendre en dessous de 200 francs, mais bien évidemment, s'il y avait un prix supérieur à 200 francs, ce serait tout à fait à leur bénéfice. Parce qu'il faut rester réaliste par rapport au marché interne, puisque nous privilégions la transformation nationale de ce produit, tout en garantissant la possibilité d'une exportation de ce produit. Donc, le gouvernement a fixé des règles. Nous avons des pourcentages pour la partie nationale pour ce qui concerne le soja graine ou le soja conventionnel, et puis également pour le soja biologique, puisque nous sommes premiers exportateurs sur la destination Union européenne.
Monsieur le ministre, toujours lié à cette communication sur la campagne du soja, on observe depuis quelques mois une forte mobilisation pour la production du soja alors qu'il y a d'autres produits. Que doit faire l'État justement pour équilibrer la tendance? Alors, il n'y a pas de déséquilibre sur cette tendance. Bien évidemment, nous avons établi, par exemple, à PIA, des usines de transformation. Le soja fait partie de la matière première. Nous devons encourager sa production pour être sûr que nos usines continuent à tourner et que les emplois qui sont créés puissent être maintenus. Parce que s'il y a un manque de matière première, naturellement, les usines s'arrêtent. Et si elles s'arrêtent, il y a un chômage technique qui se crée. Donc, nous encourageons la production. Mais à côté, nous continuons à encourager la production des denrées vivrières habituelles. Le riz, le maïs, etc. D'abord par la contribution de l'État aux intrants agricoles, semences, engrais. Mais par également la professionnalisation des filières, avec les encadrements qu'il faut. Troisièmement, l'aménagement des espaces à travers les ZAP et l'extension des aménagements des espaces que l'État contribue à faire avec les producteurs et les commerçants. Donc, pas d'inquiétude sur ce point. Le fait d'encourager l'émergence d'une filière n'entraîne absolument pas l'abandon de l'autre. Nous devons continuer à manger du riz, à manger de la pâte, à faire le foufou. Mais il y a de nos producteurs qui se sont spécialisés là-dessus. Soyez rassurés, nous ne manquerons pas cela. Et je voudrais encore vous remercier une fois pour l'intérêt que vous portez à toutes ces questions du Conseil des ministres et en particulier l'accompagnement que nous apportons à nos frères et sœurs artistes, auteurs qui produisent. Nous n'atteindrons les sommets qui sont annoncés par le ministre de la Culture et du Tourisme sur les revenus que si chacun y met de sa contribution. Écoutons de la musique togolaise. Lisons des livres fabriqués, écrits par des auteurs togolais. Et à ce moment, nous ferons le bonheur de nos compatriotes.